Bonjour à tous. Merci d'être venus par ce temps caniculaire. Bon, la salle a l'air d'être un petit peu rafraîchie, donc ça c'est pas mal. Et puis je vois que vous avez beaucoup d'éventail, qui est un objet particulièrement peu émissif en gaz à effet de serre, qui est très sobre, formidable. Deuxième éco-dialogue, après celui qu'on a eu hier à Montbazin. Je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient, mais c'était une très belle rencontre avec deux personnes qui travaillent sur les carburants alternatifs ou alors aussi sur la navigation commerciale à la voile. Alors, sur cet éco-dialogue, on va maintenant revenir sur les interactions entre l'océan et l'atmosphère dans cette série d'éco-dialogues qu'on a baptisé Terre-Océan, pour matérialiser le fait que finalement on croit qu'on est sur une Terre, mais en réalité notre planète est beaucoup plus océanique que terrestre, 72% de mer. Et donc, sur ces problèmes climatiques qui sont vraiment au cœur de l'actualité, le rôle de l'océan est considérable. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec nos deux invités. La première, c'est Florence Weiss, à ma gauche, ici. Alors Florence, je vais la laisser se présenter. Elle est ingénieure météorologue à Météo France. Et puis, le second, c'est Mathieu Langaigne, qui est chercheur océanographe à l'Institut de recherche pour le développement, qui est à Sète, et qui fait partie aussi d'un ensemble, mais il nous le dira, il nous précisera ça, un ensemble un petit peu plus vaste de laboratoires qui s'appelle Marbec. Voilà. Alors, on va réfléchir avec eux et connaître beaucoup de choses sur cette question océanique en ce qui concerne le changement climatique. On reparlera aussi un peu de l'effet de serre, notamment avec Florence Weiss. Voilà. Et puis, Florence, elle a aussi beaucoup travaillé dans sa carrière sur les feux de forêt. Donc, on est dans une actualité évidemment forte. Et peut-être que tout à la fin, si vous le voulez, il y aura peut-être quelques questions là-dessus, si vous le souhaitez, bien entendu. Voilà, on va commencer avec Florence Weiss. Un petit mot de présentation, peut-être, Florence ? Sur moi ou sur la présentation ? Bonjour. Voilà, donc Météo France, ingénieur. J'ai une carrière assez variée, mais j'ai toujours travaillé pour l'opérationnel, c'est-à-dire la sécurité des personnes et des biens, que ce soit pour les butins marines ou pour la vigilance. J'étais chef prévisionniste qui gérait la vigilance. Et puis pendant une dizaine d'années, j'étais responsable du service qui s'occupe des feux de forêt à Météo France, de la prévention pour les feux de forêt. Et depuis 2 ans, je suis à Nîmes et je représente Météo France sur le territoire du Languedoc et du Roussillon. Voilà. Donc, en termes de présentation, je vais plus vous parler de changement climatique et d'atmosphère, puisque c'est mon métier en tant que météorologue. Mais il y a forcément des liens entre l'atmosphère et les océans. Et après, c'est mon collègue qui vous parlera de la partie océanique. Voilà. Donc les bases, d'abord sur l'effet de serre, les constats, les impacts, et puis ensuite une petite transition sur le lien entre météorologie, atmosphère et océan au jour le jour, et puis sur le changement climatique. Donc qu'est-ce que l'effet de serre ? J'imagine que vous prenez la voiture de temps en temps et vous avez tous remarqué que même quand c'est l'hiver, si c'est bien ensoleillé, on peut avoir un air très chaud dans la voiture. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Donc ce qui se passe, c'est que le rayonnement qui arrive du Soleil vers notre planète traverse l'atmosphère qui est transparente. Il arrive sur le sol, sur les toits, sur les objets, sur les montagnes. Ces objets, par leur couleur, vont absorber les rayons du Soleil, vont le transformer en chaleur. Et cette chaleur va être réémise vers l'atmosphère sous forme d'un rayonnement qu'on appelle infrarouge. Et ce rayonnement, lui, pour le coup, il ne passe pas la barrière de l'atmosphère. L'atmosphère, elle fait comme la vitre de la voiture. Elle n'est pas transparente pour le rayonnement infrarouge. Donc ce rayonnement infrarouge, il est capté par l'atmosphère. Et, du moins une partie, la majeure partie est captée.
et donc il revient vers le sol. Et donc l'effet de serre, c'est ça. C'est pour ça aussi qu'on construit des serres pour protéger les végétaux en hiver. Hein. C'est exactement ce système-là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'effet de serre, plutôt que d'être un monstre qui nous amène vers les affres du changement climatique, au départ, c'est nécessaire à la vie sur Terre. Sur la Lune, qui est à la même distance du Soleil que la Terre, hein, où il n'y a pas d'atmosphère, eh ben, quand on est en plein Soleil, il fait plus de 150 degrés. Et quand on est face cachée à l'ombre, il fait moins 150 degrés. Donc on ne pourrait pas vivre si on n'avait pas d'atmosphère, bon, d'océan aussi, mais ce n'est pas mon propos, et si on n'avait pas cet effet de serre qui régule la température. Donc, les gaz à effet de serre, vous en entendez souvent parler. Hein, donc, ce sont des gaz qui sont dans l'atmosphère. Le premier des gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. On n'en parle pas parce que c'est un gaz qui est naturel, il n'est pas forcément créé par l'homme. Hein. Et puis, il y a d'autres gaz que je vous ai listés, qu'on ne va pas énumérer parce que c'est peut-être pas l'intérêt du propos, hein, mais les gaz principaux, c'est le gaz carbonique ou le dioxyde de carbone, donc qui est émis par la combustion des énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon essentiellement, mais aussi par la modification de l'occupation des sols. Hein, la déforestation va entraîner des modifications dans la composition du dioxyde de carbone de l'atmosphère, puisque les arbres stockent le carbone dans leurs branches, dans leurs feuilles et dans leurs racines. Et le méthane, donc le CH4, si on fait un petit peu de chimie, hein, c'est pas très intéressant, mais méthane, donc vous savez, hein, qui est produit notamment par les ruminants hein, et les rizières. D'où ce qu'on voit dans les rapports du GIEC, hein, le lien à la viande, et notamment à la viande bovine, qui fait qu'on a de plus en plus de méthane dans l'atmosphère. Donc les gaz à effet de serre, certains sont présents naturellement, et le problème, c'est qu'on en crée, qu'on en produit de plus en plus, et qu'il y a un équilibre qui est rompu, un équilibre qui fait que la température va augmenter de plus en plus au fil des années, au fil des décennies. Je ne vous parle pas des autres gaz, mais vous aurez à disposition la présentation. Donc ici, c'est une petite diapositive qui vous montre l'évolution de la température moyenne du globe, hein, de l'atmosphère sur le globe terrestre à l'échelle de la planète depuis 1850. Donc ce n'est pas tout à fait la température, hein, puisque vous voyez qu'entre 1850 et 1950, on tourne autour de 0. Ça ne veut pas dire qu'il fait 0 degré, ça veut dire qu'on est à 0 degré autour d'une normale. Hein, ça veut dire qu'on avait une température stabilisée dans ces années-là. Et puis vous voyez deux panaches qui partent. Il y a un panache vert avec un ruban vert pâle et un trait vert plus foncé. Donc ça, c'est la température qui a été modélisée, prévue par les modèles numériques, des modèles météorologiques, des modèles climatiques. Donc sans effet humain, sans impact humain, avec que les impacts naturels, c'est-à-dire les variations de l'activité solaire, les variations de l'activité volcanique, mais sans aucune émission de gaz à effet de serre d'origine humaine. Et on voit que ce panache vert et cette courbe verte restent relativement stables. Sur le deuxième panache marron, vous avez un panache marron clair et vous avez deux courbes. Vous avez une courbe marron et une courbe noire. La courbe noire, c'est la température de l'atmosphère à l'échelle du globe qui a été observée. C'est-à-dire qu'on fait des mesures tout autour de la planète, y compris sur les océans, et on va faire la moyenne sur année par année sur l'ensemble de ces mesures. Donc ça, c'est une mesure, c'est quelque chose qui n'est pas contestable, c'est une observation, c'est quelque chose qui n'a pas été calculé, qui n'a pas été modélisé. Et sur la courbe marron, qui est à peu près parallèle, hein, parce que c'est un modèle, hein, c'est la modélisation de la température de l'atmosphère à l'échelle de la planète, avec les impacts naturels, donc les variations de l'activité solaire, les volcans, mais aussi avec les impacts humains, c'est-à-dire l'injection continue et accélérée de gaz à effet de serre dont nous venons de parler. Et donc ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est deux choses. C'est d'une part, c'est que l'observation des températures à l'échelle de la Terre depuis 1850 jusqu'à 2020
et la prévision par les modèles numériques. Donc, en fait, c'est pas juste un modèle. Un modèle, on pourrait se tromper, on peut avoir des variations. C'est pour ça qu'il y a un panache marron, c'est qu'il y a une multitude de modèles. Donc, l'ensemble des pays travaillent. Vous savez, les rapports du GIEC, il y a des rapports de l'ensemble des pays qui peuvent faire des études, qui ont la chance de pouvoir faire des études sur le climat, sur la météorologie. Et donc, ce panache représente l'ensemble de ces modèles, l'ensemble de ces prévisions de température. Et donc, on note deux choses sur ce graphique. D'une part, c'est que sans les impacts humains, sans les émissions de gaz à effet de serre, on a une température qui est à peu près stabilisée, qui a des variations, qui est fonction notamment de l'activité volcanique. On sait très bien que quand il y a eu le Pinatubo, là, le gros volcan, ça a envoyé beaucoup de sang dans l'atmosphère, ça a fait un effet parasol et ça a baissé les températures de la Terre de façon notable pendant quelques années. Donc on constate que sans gaz à effet de serre émis par l'activité humaine, les températures sont à peu près stabilisées. Et d'autre part, on constate que avec l'activité humaine, on a des températures qui ne font que monter et que c'est corroboré par les observations, par les mesures. Donc ça montre que les modèles climatiques ne sont pas complètement à côté de la plaque, comme on peut l'être à Météo France des fois sur des prévisions d'orage qui vont tomber plutôt à Nîmes que sur Montpellier. Et donc cette courbe-là, j'ai passé un petit peu de temps parce que c'est un petit peu compliqué, mais ça montre deux choses. C'est l'impact de l'activité humaine sur la température de l'atmosphère globalement, et d'autre part la vérification des modèles climatiques à partir des observations. C'est peut-être un peu compliqué, donc s'il y a des questions à ce niveau-là. Ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est à l'échelle du Languedoc-Roussillon, puisqu'on est dans le Languedoc-Roussillon, les impacts de ce changement climatique, puisqu'on sait qu'à l'échelle du globe, on a une augmentation depuis l'ère pré-industrielle d'un peu plus de 1 degré à l'échelle du globe. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que les impacts, ne serait-ce que l'augmentation de la température, ne sera pas la même si on est en climat méditerranéen, autour de la Méditerranée, si on est sur le nord de l'Europe, si on est au sud du Chili, ou si on est sur les pôles nord et les pôles sud. Donc on a des variations, donc c'est pour ça que je fais un focus sur le Languedoc-Roussillon. Je vous ai mis sur la diapositive que vous aurez à disposition le lien sur le site de Météo France qui s'appelle Climat HD, dont sont issus les graphiques que je vais vous montrer. Et on peut aller chercher pour sa région, pour son département, pour sa ville, quand c'est une grande ville, les impacts à différents niveaux. Donc je ne vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer que les températures, mais il y a aussi des graphiques sur la sécheresse, sur les précipitations, sur l'ensemble des impacts atmosphériques et pas océaniques, à l'échelle des départements, des régions et de la métropole. Donc, une petite diapositive qu'on ne va pas détailler, puisque je n'ai pas l'ordinateur devant moi, mais c'est pour vous montrer sur le site de Météo France qu'on le trouve dans l'onglet changement climatique et qu'après, il faut cliquer sur métropole et après, il faut aller jongler avec tous les dossiers que vous pouvez trouver. Et donc, je ne vous parlerai que des températures. Donc, on a dit qu'au niveau du globe, la température avait augmenté de 1,1 degré depuis l'ère pré-industrielle. En haut, vous avez le graphique pour la température moyenne à Montpellier-Fréjorgues. La température moyenne, c'est la moyenne entre la minimale et la maximale divisée par 2. Donc la moyenne entre la mini et la maxi, ça c'est la température moyenne. Et là, c'est la moyenne annuelle, c'est-à-dire qu'on a remoyenné tout ça pour chaque année depuis 1959. La station est plus vieille, elle date de 1939, mais sur le site Climat HD, on fait ce choix-là d'avoir la même durée pour toutes les données qui sont présentées. Donc ce que vous voyez sur le graphique du haut, de cette température moyenne, c'est que, en gros, jusqu'aux années 80, il y a une variabilité annuelle classique. On a des années plus chaudes, des années plus froides, mais grosso modo, tout tourne autour de la normale du début du siècle passé. Et puis c'est à partir des années 80 qu'on voit une augmentation quasi continue, quand on moyenne ces températures annuelles, et on voit qu'on n'est que dans du rouge, c'est-à-dire que chaque année, la température moyennée sur l'année à Montpellier est bien au-dessus des températures normales dans les années précédentes, au début du XXe siècle. Donc,
petit rappel, à l'échelle du globe, la température a monté de 1,1 degré depuis l'ère pré-industrielle. Montpellier, c'est 1,5 degré depuis les années 80. Le graphique du dessous, il faut voir aussi qu'on parle tout le temps de moyenne, et ça atténue un petit peu les effets. Hein. Le graphique du dessous, c'est exactement le même, mais c'est juste les températures maximales de l'été depuis 1959 à Montpellier. Et donc là, vous reconnaissez le bâton rouge qui ressort, qui est 2003. Vous reconnaissez la même courbe, mais qui est un peu plus accentuée. Hein. Donc on a une augmentation plus marquée des températures maximales estivales que les températures moyennées sur toute l'année. Et donc, en gros, sur cette période-là, la température maximale à Montpellier a monté de 2 degrés depuis les années 80. Donc, on peut se dire 1 degré, 2 degrés, c'est pas grand-chose. Hein. C'est juste, il fera un peu moins froid l'hiver et puis l'été, il fera un peu plus chaud. Non, 1,1 degré de plus, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a eu plus de 40 degrés en Bretagne, des incendies, 40 degrés en Grande-Bretagne aujourd'hui, une température qui n'avait jamais été observée en Grande-Bretagne. Donc en fait, tout ça, c'est moyenné. C'est des températures moyennées sur l'été, des températures moyennées sur l'année, mais ça veut dire qu'on a des extrêmes de plus en plus intenses, extrêmes chauds, hein. Les grandes vagues de froid, on va en voir de moins en moins, de plus en plus intenses, de plus en plus fréquents, et sur des périodes de plus en plus étendues. Vous avez peut-être remarqué, cette année, on a eu des températures, on a eu la première canicule au mois de juin. Et le record de métropole absolue de température, c'est 46 degrés qui ont été relevés le 28 juin 2019 entre Montpellier et Nîmes, donc au mois de juin, ce qui est complètement aberrant. Avant l'été, le dur de l'été, c'est fin juillet et le mois d'août. Donc ça, c'est le passé. Donc c'est voir l'évolution des températures. Et sur le site, là, vous pouvez aller voir votre département à vous et les villes que vous pouvez retrouver. Donc c'est l'évolution dans le passé, dans les dernières décennies. Et ça, c'est les projections dans le futur. Donc c'est du modèle. On est dans de la modélisation. Donc en haut, c'est la température moyenne estivale à l'échelle du Languedoc-Roussillon. On change un petit peu d'échelle. Hein. On ne va pas prévoir à Montpellier la température exactement. Donc on prend à l'échelle du Languedoc-Roussillon. Et dessous, c'est la température de l'hiver, mais on ne va pas y parler. On va passer au sujet de l'océan. Et donc en haut, ce qui est très important, c'est de comprendre, les bâtons bleus et rouges, c'est les bâtons bleus et rouges qu'on a vus tout à l'heure. Hein. On voit 2003 qui ressort, hein, l'année historique, hein, l'année qui dépasse tout. Sauf que cette année-là, moi je viens de faire des comités de canicule avec le département du Gard. On est au-dessus de 2003. Il fait bien plus chaud que 2003. Donc c'est quelque chose qui va se répéter. Et c'est exactement ce qu'on voit sur ce graphique. Ensuite, au-delà de ces petits bâtonnets, vous avez 2 rubans. Un ruban jaune avec une courbe noire, c'est ce qu'on vise. Enfin, c'est ce qu'on aimerait viser, en fait. Et puis un ruban violet qui part vers on ne sait où, en fait. Et en fait, ces rubans montrent la synthèse des modèles climatiques quand on a fait un choix raisonnable de réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, drastique, c'est-à-dire pas ce qu'on fait depuis 10 ans, qu'on le dit, hein, depuis 30 ans. Hein. Et la courbe violette, c'est la projection, la modélisation, et on a vu que les modèles sont vérifiés par ce qui se passe dans le passé et par ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment un cas concret, c'est aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Et on part plutôt vers ça, en fait, hein, pour le moment. Tant qu'il n'y a pas de politique drastique au niveau des États et au niveau des citoyens, on part plutôt vers ça. Et malheureusement, je vous ai fait un petit trait tireté rouge qui part du 2003 et qui est sur l'horizontale. Hein. 2003, on était 3,5 degrés au-dessus de l'été normal. On va croiser le ruban violet, excusez-moi, après 2050. Ça veut dire qu'après 2050, l'année 2003, ou ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'on est dans la même gamme, eh ben, ça sera la normale. C'est-à-dire qu'un été sur 2, 2 étés sur 3. Et la normale, ça veut dire qu'il y aura un été de temps en temps, il y a une variabilité interannuelle. Ça veut dire que de temps en temps, on aura des étés à 50 degrés, en fait. Voilà, donc ça c'est pour rappeler aussi que quelques degrés, on se dit c'est pas grand chose, quelques degrés, on va faire des économies de pétrole, ça tombe bien, ça coûte cher, hein, donc on fera des économies de chauffage. Non, c'est pas ça. Ça, c'est l'image de l'Europe pendant le Wurm, là, on avait seulement 4 à 5 degrés de moins qu'aujourd'hui.
Et les projections nous montrent qu'on va vers 4 à 5 degrés de plus si on ne fait rien. Et donc, avec 4 à 5 degrés de moins, l'Europe, c'est plus la même. La Manche n'existe plus, puisque toute l'eau de mer, donc mon collègue en parla tout à l'heure, elle s'est condensée, elle s'est solidifiée sous forme de glace. Et donc le niveau de la mer a fortement baissé, donc c'est le contraire qui nous attend. Et on n'a pas du tout ni la même végétation, ni le même biotope. Enfin, c'est une autre planète. Et donc, les projections dans le futur, si on ne fait rien, c'est une autre planète. Donc, j'ai quasiment fini sur la partie changement climatique, projection, atmosphère, conditions pour nous, si vous avez des questions. Et après, je fais une petite transition pour passer la parole à mon collègue. Ah, peut-être. Oui. Allez prendre l'autre micro. Oui, moi j'avais une question à vous poser. Lorsqu'on parle de 1,1 au niveau mondial, c'est en réalité la moyenne entre le terrestre et l'océan. C'est ça, donc ça veut dire que sur le terrestre, on est plutôt aux alentours de 1,5 à 1,4, c'est ça. Et 0,8 sur l'océan, d'accord, c'est bien ça. D'accord, ça c'était la... voilà, ça fait aussi la transition avec la partie océanique, d'accord. Parce que c'est souvent on le précise pas, alors qu'en réalité on a évidemment une amplification plus forte sur le terrestre, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas l'inertie de l'océan, c'est ce dont on va parler bien entendu. D'accord. Allez, on va partir maintenant sur l'océan. Je veux garder le... Vous regardez, donc juste une petite transition, je ne sais pas si vous m'entendez là, donc au quotidien, puisque moi je suis météorologue, je fais des prévisions, on suit la climatologie, on suit les situations. Donc là je vous ai mis la température moyennée du mois d'août en France, sur la période 1990-2020. Et ce qui est frappant, au-delà des montagnes, Massif central, Pyrénées, vous voyez qu'il y a un gradient, il y a une différence de température entre les zones littorales, par exemple de la Manche, et les zones à l'intérieur de la Bretagne et de la Picardie jusqu'en région parisienne. Donc ça, c'est typiquement l'effet de l'océan, de la mer qui tempère un petit peu les températures de l'atmosphère, donc à l'échelle locale, au quotidien, et puis à l'échelle climatique. Et on a cette différence qui est un peu moins marquée dans le sud parce qu'il fait beaucoup, beaucoup plus chaud. Et puis après, tout dépend des couleurs qu'on choisit et des isolignes. Mais on a le même effet, notamment, moi j'habite sur Nîmes et quand j'arrive ici, je trouve qu'il fait très bon. Alors qu'ici, vous trouvez qu'il fait chaud. C'est juste qu'on a 5 degrés d'écart. Donc il y a vraiment une atténuation par la mer. Sur les canicules, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. L'écart est simplement dû à la distance entre la mer et Nîmes ? Une trentaine de 30-40 km. Oui, quand il n'y a pas de vent, on a vraiment un écart littoral intérieur et on voit la même chose la nuit, l'hiver. Il va faire beaucoup plus doux à Sète qu'à Montpellier ou voire à Nîmes où on peut avoir des gelées. Bien Donc sûr. C'est vraiment la distance à la mer qui crée ce gradient, cette différence. D'autres types d'interactions, c'est les cyclones et la température de la mer. On sait que pour qu'il y ait formation de cyclones, il faut qu'on ait une mer très très chaude, puisqu'elle contient de l'énergie, il y a de la vapeur d'eau qui va pouvoir se vaporiser. Donc il y a des liens partout dans l'atmosphère, enfin sur l'atmosphère avec les océans. Et puis, et à l'inverse, on a un effet de l'atmosphère sur l'océan, puisqu'on sait très bien que quand on a ces périodes de canicule, comme on a eu en 2003, petit à petit, la Méditerranée prend de l'énergie et monte en température. Et en ce moment, on a des températures qui sont très au-dessus des normales de saison. Bon, après, il suffit qu'il y ait un petit coup de Mistral pendant 3-4 jours pour que cette différence atténue. Ça refroidit rapidement chez nous, en bord de mer. Mais c'est aussi une interaction de l'atmosphère vers la mer. D'accord. Quand on parle de température de mer, c'est toujours sur la température superficielle. De surface, oui. Parce que après derrière, évidemment, ça se stabilise assez vite. Oui, c'est peut-être vous qui allez en parler. De moins en moins, mais maintenant on mesure les températures et on a un réchauffement qui atteint jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Ah oui, d'accord. Qui arrive à être mesuré comme ça par des courants, par les courants descendants, c'est ça. Oui, les courants en fait entraînent la chaleur. D'accord. L'autre interaction, donc en termes... Pardon. Ah, pardon. Alors, vous avez une question. Donc, il y a quelqu'un qui va, puisqu'on enregistre, quelqu'un va venir vous passer un micro. Voilà. Merci. Oui, bonjour madame. Vous aviez posé une question au conditionnel.
J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus, peut-être, en ce qui concerne si on ne fait rien. Pouvez-vous nous dire ce qu'on peut faire? Là, je vous invite à... Alors moi, je suis météorologue. Donc il y a des spécialistes, des chercheurs qui travaillent là-dessus. Et moi, je suis militant engagé dans ces combats. Et oui, mais moi, ça, c'est ma vie privée, ma vie professionnelle. Là, je suis en tant que représentant de Météo France. Donc je vous invite à lire les rapports du GIEC. Donc il y a eu plusieurs publications cette année, au moins 3, dont la dernière qui donne des solutions. Donc les solutions basiques, on le sait, les gaz d'effet de serre, c'est quoi? C'est quand on brûle le pétrole, du gaz, et donc c'est... les transports, c'est les fabrications d'objets, c'est l'utilisation des sols, c'est la consommation alimentaire aussi de viande, pour le méthane notamment. Oui. Donc c'est multifacteur. C'est pas vraiment ma spécialité, mais voilà, vous le mettez le doigt sur un sujet qui mériterait 3-4 éco-dialogues par rapport à ça. Non, mais simplement, ce que je veux vous dire, c'est que il y a depuis 70 ans des gens qui sont engagés, des Français, qui se sont engagés dans cette voie depuis 70 ans. Bien, mais que pour-on faire quand au plus haut niveau, plus haut niveau, vous avez des gens comme M. Macron qui ont été condamnés 2 fois. Enfin, l'État a été condamné 2 fois pour inaction climatique. D'accord. Je vous propose qu'on revienne nager dans l'océan, voilà, de façon à ce que, par rapport justement à ce que vous disiez, on comprenne bien justement les problèmes climatiques et notamment l'interaction terre-océan qui est l'objet de notre affaire. Sur les questions, on pourra revenir après derrière. Si on veut sortir un petit peu de la technique, et qu'on va avancer, il faut quand même rentrer sur le sujet. Bien sûr. Merci beaucoup. Alors, on va continuer sur l'océan. Je continue rapidement sur les interactions au jour le jour en termes de météorologie et de climatologie. Donc en ce qui concerne les vents, donc là je vous ai mis une image satellite. On voit des petits cumulus. Quand on voit des petits points comme ça, c'est des petits cumulus, c'est les choux-fleurs, c'est des petits nuages de beau temps. Et on voit ces cumulus qui ont été repoussés par les brises de mer et sur le sud de l'Angleterre et sur les côtes de la Manche côté français. Et donc les brises de mer, les brises qui viennent nous rafraîchir quand il n'y a pas de Mistral ou de Tramontane ici l'été, sont directement liées à la différence de température entre la terre et la mer. D'autre part, on a l'état de la mer qui peut impacter sur la force et la direction du vent. Et puis, dans le sens atmosphère-mer, on sait que notamment, nous, dans notre région, le golfe du Lion, quand on a du Mistral et de la Tramontane, ça va chasser l'eau de surface. Et c'est l'eau des profondeurs qui va remonter, puisque la nature horreur du vide, qui va remplacer cette eau de surface, donc de l'eau très froide. Et donc on peut avoir des refroidissements rapides lorsque le vent souffle de la terre. Et c'est ce qu'on appelle les upwelling. Et c'est ce qu'on observe aussi pour les personnes qui ont été au Portugal, où il peut faire très 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 chaud avec de l'eau très 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 froide, parce qu'on a des vents, les alizés portugais, qui chassent en permanence les eaux superficielles. D'accord. Voilà, un autre exemple d'interaction océan-atmosphère. Donc, c'est une étude qui a été faite en 2006, parce que je sais que c'est des questions récurrentes dans les régions méditerranéennes, s'il y a des gens de la région. C'est qu'on sait que plus la Méditerranée est chaude, l'été, en fin d'été, si elle n'a pas été refroidie par le Mistral, si on a une perturbation qui arrive, si on a des épisodes méditerranéens ou les épisodes cévenols, on sait qu'on a une augmentation de la quantité de précipitations en fonction de la température de la mer. Donc à gauche, on a les précipitations sur un épisode de 2002, notable dans le Gard. C'est l'image de gauche. L'image du milieu, c'est la même situation avec une simulation d'une mer à plus 3 degrés. Et à droite, c'est la même quantité, c'est des précipitations simulées sur le Languedoc, là, avec une température de la mer inférieure de 3 degrés. Donc on sait qu'il y a vraiment un lien entre la mer et ce que nous, on va recevoir sur les Cévennes, alors qu'on est très loin de la mer. Est-ce qu'on a là des modélisations sur lesquelles on pourrait avoir une meilleure idée de la fréquence de ces épisodes cévenols et leur durée, avec une température, avec ce que vous avez annoncé tout à l'heure en termes d'augmentation de température? Oui, en termes de changement climatique, le lien entre ces épisodes méditerranéens et le changement climatique, il est assez facile à comprendre. C'est que plus il va faire chaud, plus l'atmosphère peut contenir de la vapeur d'eau. Ouais. Il y a vraiment un lien direct entre la température de l'air qui nous entoure et la quantité de vapeur d'eau qui est transparente. Le nuage, c'est pas la vapeur d'eau, c'est de l'eau liquide, de l'eau condensée. Et donc, plus l'air est chaud, plus il contient de vapeur d'eau.
Et quand on a une situation propice à des précipitations, une perturbation, eh ben on aura plus d'eau à précipiter et donc plus d'eau à tomber. Et donc, il y a des études qui ont été faites et donc les projections montrent qu'on a une augmentation de 20% de la quantité de précipitations sur les épisodes méditerranéens. Et sur la durée, c'est-à-dire est-ce qu'on peut imaginer d'avoir déjà des épisodes cévenols dès la fin août, par exemple ? Alors là, il faut se rappeler que les épisodes méditerranéens sont principalement et majoritairement en fin d'automne, enfin en fin d'été, début d'hiver, entre septembre et décembre. Mais on a eu des gros épisodes, notamment dans le Var au mois de mai en 2010. On peut avoir des épisodes méditerranéens aussi sur l'été. Bon, on continue. C'est plus rare. Plus rare. On vous laisse continuer encore. Voilà, non, mais après, moi, j'avais quasiment fini. Après, c'était juste, on a échangé avec mon collègue là, et j'avais envoyé une diapositive de transition sur les items, là, le rôle protecteur, les conséquences, les modèles couplés. Et là, c'est... Voilà. Je laisse la main, sauf si vous avez des questions sur la partie météo. Alors, sur la partie météo, avez-vous quelques questions à poser ? C'est monsieur, peut-être, non ? Peut-être, mais aussi peut-être... Attendez, une petite seconde. Voilà, excusez-moi. Voilà. Vous avez parlé des épisodes cévenols, oui. Mais peut-être aussi d'autres... allez-y. C'est bon. D'autres pluies. Est-ce que ce serait une bonne nouvelle qu'il y ait plus de pluie ? Alors, moins de sécheresse. C'est intéressant. Donc, j'avais pas mis les diapositives puisqu'on partait sur les aspects océan-atmosphère et donc j'avais parlé que de la température. Mais en termes de donc tous les modèles pour l'Europe, sur l'ensemble de la Terre et notamment pour les régions méditerranéennes, on va vers une augmentation des températures. Il n'y a pas photo. Été et surtout hiver, il n'y a pas photo. En termes de précipitations, les cartes sont plus complexes. Et donc, selon les régions, on a des régions comme le nord de l'Europe où on a a priori globalement plus de précipitations. Et on a le bassin méditerranéen qui est un hotspot pour le GIEC, c'est-à-dire que l'ensemble des modèles donnent à peu près la même projection. C'est-à-dire qu'on a plutôt une diminution faible. Enfin, le signal n'est pas très marqué, contrairement aux températures. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que même si on a des pluies quasiment stables sur les régions méditerranéennes, mais elles sont plutôt en petite baisse, le fait qu'il fasse beaucoup plus chaud fait qu'il y a beaucoup plus d'évaporation et qu'on va avoir une accentuation de la sécheresse. Ça, c'est sûr. Et aller sur Climat HD, et on a vraiment des graphiques qui montrent ça de façon très nette. Bon, c'est pas encore une bonne nouvelle. Ouais. Ok. Désolé. On change de place. Oui, vous allez changer de place, ça sera plus facile. Voilà. Merci beaucoup. Merci Florence. Alors, un petit mot de présentation. Mathieu. Alors, moi, je suis donc Mathieu Langaigne. Je travaille à l'Institut de recherche pour le développement, à l'IRD. Donc, c'est un institut qui en fait, il travaille beaucoup sur les collaborations avec les pays en voie de développement, donc les pays du Sud. Donc, moi, j'ai passé une partie de mon activité de recherche à Paris, et puis ensuite, j'ai passé 10 ans en Inde. Donc, j'ai travaillé 10 ans en Inde pour faire de la formation d'étudiants. Et puis pour développer des collaborations sur des thématiques communes entre la France et l'Inde. Et ça fait 3 ans que je suis revenu en France et je me suis donc maintenant installé à Montpellier et je travaille à Sète, à l'Ifremer, enfin sur le centre Ifremer de Sète. D'accord. Alors, un petit mot simplement d'explication. IRD, Ifremer, Marbec. Alors, voilà. Donc, alors, l'IRD ou l'Ifremer, c'est des instituts de recherche. D'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est des grands instituts qui sont présents à peu près sur toute la France. Marbec, c'est un laboratoire dans lequel il va y avoir des chercheurs de l'IRD, de l'Ifremer, du CNRS. Donc, c'est des laboratoires de recherche. En général, c'est sur un site ou 2 sites. D'accord. Mais c'est en général plus petit que les instituts qui structurent la recherche française. Vous êtes nombreux à Marbec un peu ? À Marbec, on est 200, je crois, à peu près 200 chercheurs et ingénieurs. D'accord. Ouais. Alors, donc moi, je vais vous parler en fait plus précisément, du rôle de l'océan dans le climat. Et ça va être beaucoup plus grand d'échelle que ce que Florence a montré. Moi, je vais vous montrer à l'échelle du globe. Qu'est-ce qu'on observe à l'échelle du globe ? Quel est le rôle de l'océan sur le climat actuel ? Et quel est le rôle de l'océan dans le cadre du réchauffement climatique ? Alors ça, c'est un petit dessin compliqué, mais ce que je voudrais vous montrer ici, c'est que ce qui nous chauffe, ce qui chauffe l'atmosphère et ce qui chauffe l'océan, c'est le soleil.
Quand on est à l'équateur, donc proche de l'équateur, on a les rayons du soleil qui tapent à la perpendiculaire de l'océan. Et donc du coup, il chauffe beaucoup plus qu'au niveau des pôles. Donc on a tendance à avoir une atmosphère et un océan qui sont beaucoup plus chauds dans les tropiques qu'ils ne le sont vers les pôles. Et l'océan, un des rôles de l'océan, c'est de transporter la chaleur qu'il accumule au niveau des tropiques vers le nord ou vers le sud. Et c'est ce qu'on appelle le tapis roulant global. Donc ça, c'est un schéma des courants à l'échelle du globe. Et en fait, à l'échelle du globe, ce que l'on voit, c'est que les courants rouges, ce sont des courants, enfin les tapis rouges, ce sont les courants de surface, qui en général, du coup, lorsqu'on regarde dans l'Atlantique, par exemple, vont amener des eaux chaudes de l'Atlantique tropical dans l'Atlantique Nord. Et donc, en fait, c'est le Gulf Stream, donc c'est ces eaux chaudes qui permettent en fait à la France, par exemple, d'avoir des températures qui sont à peu près de 10 degrés supérieures à New York, qui est pourtant à peu près à la même latitude. Et ensuite, ces eaux chaudes finissent par se refroidir au contact de l'atmosphère à cause des vents, etc. Et ensuite plongent en profondeur. Et ça, c'est les pointillés bleus qui plongent en profondeur entre 500 et 2000 mètres et qui vont du coup ramener des eaux froides vers les tropiques. Donc l'océan, en fait, l'un de ses rôles, c'est d'exporter la chaleur des régions chaudes vers les régions froides. Et ça l'atmosphère ou le sol ne peut pas le faire, en tout cas. Et c'est des échelles de temps qui sont beaucoup plus longues que ce qu'on peut voir dans l'atmosphère, puisque ce tapis roulant, il va à 1 cm par seconde. 1 cm par seconde, si on remet ça en unités un petit peu plus parlantes, c'est de l'ordre de... Alors 1 cm, ça va faire de l'ordre de 100 mètres par jour. Donc 100 mètres par jour, c'est pas énorme. Donc ça met, en fait, ces courants mettent de l'ordre de 50 à 60 ans pour aller de l'équateur vers le nord. Donc des changements qu'on va avoir à l'équateur maintenant auront des répercussions dans 60 ans dans nos régions. Alors, l'un des rôles de l'océan, en dehors du fait qu'il redistribue cette chaleur au niveau du globe, c'est aussi un puits de carbone. C'est-à-dire que le CO2 atmosphérique est capté par l'océan. Une partie du CO2 et une partie non négligeable du CO2. C'est actuellement à peu près un tiers du CO2 qui a été émis par l'homme a été capté par l'océan. Un autre tiers, ça a été par les forêts, les régions continentales, et l'autre tiers est dans l'atmosphère. Mais si jamais on n'avait pas l'océan, et si on n'avait pas les forêts, on aurait 3 fois plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et évidemment, donc ça c'est ce qu'on appelle la pompe physique, c'est-à-dire que le mélange fait que le CO2 va rentrer dans l'océan et du coup y rester, être entraîné par les courants, partir en profondeur et du coup ne pas nous embêter le temps qu'il ne remonte pas. On a aussi une pompe biologique puisqu'en fait le CO2 atmosphérique, il est capté par le plancton, des petits organismes qui vont du coup consommer le CO2 pour produire de l'oxygène. Donc une partie de CO2 est aussi consommée par le plancton et qui va du coup dégrader ce CO2 et l'envoyer au fond des océans où il va sédimenter. Donc c'est un deuxième rôle, le rôle du mélange et des courants et le rôle de l'activité biologique qui va avoir tendance à capter ce CO2. Et juste pour vous donner une idée, l'océan stocke à peu près 38 000 gigatonnes de carbone. Bon, c'est des unités un petit peu, mais c'est juste pour vous dire que c'est 16 fois plus que la biosphère terrestre et 60 fois plus que le carbone qu'on a dans l'atmosphère. Donc l'océan, c'est le principal stockeur de carbone à l'échelle du système Terre. Alors, là je passe sur une deuxième partie. J'ai encore 2 petites parties. Une première où on va essayer de voir qu'est-ce qu'on sait à partir des observations sur la réalité du changement climatique et son impact sur l'océan. Donc ça va complémenter un petit peu ce qu'a fait Florence. Et ensuite, je vous parlerai un petit peu des modèles. Alors, Florence en a parlé. Comment est-ce qu'on travaille ? On est des groupes de chercheurs partout dans le monde. On est des milliers de chercheurs qui travaillons sur ce genre de thématiques, le changement climatique, le climat, etc. Et on est structuré au sein de ce qu'on appelle le GIEC, qui est en fait le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est un organisme international
qui regroupe en fait toutes les recherches qui sont faites au niveau mondial et sur lesquelles les chercheurs en fait trouvent un consensus et disent oui, ça c'est probable, ça c'est très probable, ça c'est quasi certain, en fonction en fait des différentes études qui ont été faites dans les différents centres de recherche. Et ça c'est un travail titanesque, puisque là il y a le 6e rapport du GIEC qui est sorti l'année dernière. Ça représente 234 auteurs de 65 pays et ça représente 14 000 publications scientifiques. Donc sur différents sujets, mais 14 000 publications scientifiques, certaines étant sur le même sujet. Et donc si les publications scientifiques sont d'accord, on va donner plutôt une forte probabilité de réalité de ce qu'on a étudié. Si les publications ne sont pas d'accord, on dit que c'est incertain. Ce que conclut ce rapport, c'est que les changements climatiques récents sont généralisés, rapides et s'intensifient et sont sans précédent depuis des milliers d'années. Et ça, ces conclusions-là ont été validées par les gouvernements. Donc plus personne ne se bat pour dire qu'on n'est pas sûr. Si on est sûr de ce qui se passe, en tout cas sur un certain nombre de sujets que je vais vous détailler un peu dans les transparents suivants. Donc ça, c'est une carte, enfin l'évolution temporelle de la concentration en CO2. Donc à gauche, c'est il y a 10 000 ans, et le zéro, c'est à peu près maintenant. Et ce que vous voyez, c'est que la concentration en CO2 est restée relativement stable. Ah, tiens, je vais peut-être utiliser la souris, c'est peut-être pas mal ça. Voilà. La concentration en CO2 est restée relativement stable au cours des 10 000 dernières années. Et ça, c'est ce qu'on a fait, c'est ce que l'homme a fait au cours des 100 dernières années. Donc on a en fait une augmentation de l'ordre de 30 à 40% du CO2 dans l'atmosphère sur un temps très très court. Ça, c'est des reconstructions de la température globale. Là, c'est la température globale à la fois de l'océan et de l'atmosphère sur une période de temps de l'ordre de 2000 ans à peu près. Et ce que vous voyez, c'est que pareil, la température globale est restée relativement stable au cours des 2000 dernières années, et que tout récemment, on a vu une augmentation drastique de la température, avec une augmentation ici qu'on voit de l'ordre de 1,1 ou 1,2 degrés, qui a eu lieu au cours des 70 dernières années. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un réchauffement sans précédent depuis des milliers d'années, parce qu'on a des données, alors des données qui sont issues de carottes glaciaires, période de carottage glacier, qui nous permettent de reconstruire les températures au cours des siècles précédents. Alors l'avantage de l'océan, il va absorber le carbone, il absorbe la chaleur aussi, mais le problème c'est que, donc ça c'est ce qu'on voit, ça c'est la chaleur qui a été absorbée par l'océan en bleu, et ça c'est ce qui a été absorbé par l'atmosphère et les surfaces continentales. Donc vous voyez, l'océan, il absorbe 90% de la chaleur qui a été émise par le réchauffement climatique. Donc, et l'atmosphère, en fait, ne contient que 10% de cette chaleur. Donc une grosse partie de la chaleur qu'ont produit l'activité humaine a été absorbée par l'océan. Donc ça, c'est plutôt bien, enfin c'est plutôt bien pour nous. Malheureusement, l'effet que ça a, c'est que comme on réchauffe l'océan, l'eau se dilate et le niveau de la mer monte. Comme on réchauffe l'océan, les calottes glaciaires fondent et on va faire monter le niveau de la mer un peu plus. Et ça, c'est ce que je vous montre à droite. Ça, c'est au niveau global, l'augmentation du niveau de la mer depuis 1900 jusqu'aux années 2010 à peu près. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a à l'échelle globale une augmentation régulière du niveau de la mer et qui s'accélère même au cours des 15 dernières années. Et cette augmentation, elle peut ne pas paraître énorme. En 100 ans, c'est de l'ordre de 17 à 20 cm. Mais pour des régions côtières qui sont très peu élevées, bon, je vais noter par exemple le Bangladesh, le Bangladesh, il a à peu près un quart de sa surface qui est quasiment inhabitable, parce qu'on a des intrusions d'eau salée dans des endroits qui du coup ne vont plus être habitables parce qu'il n'y a plus d'eau douce. Ce qu'on voit aussi, c'est que cette augmentation du niveau de la mer, ça c'est une carte de cette augmentation du niveau de la mer, elle est différente en fonction des régions qu'on regarde. Dans le Pacifique occidental, on a une augmentation du niveau de la mer qui est beaucoup plus importante que par exemple dans le Pacifique Est. Et donc ça aussi, c'est des choses qu'on étudie, on essaie de comprendre pourquoi certaines régions vont avoir un niveau de la mer qui va augmenter plus que d'autres. On a une explication oui, enfin, sans rentrer dans la physique. Sans rentrer dans les détails, en fait, ce qui est responsable de ça en grande partie, c'est les changements des vents. C'est-à-dire que les changements des vents vont changer les courants, donc les pressions. Et du coup, les masses d'eau vont être déplacées et ça va augmenter le niveau de la mer à un endroit et le diminuer à un autre.
D'accord. Et une autre question, est-ce qu'on a le rapport entre la partie d'élévation qui est due à la dilatation et celle qui est due à la calotte? Alors, la fonte de la calotte. La dilatation, c'est à peu près 1/3. D'accord. Et tout ce qui est fonte des glaces en général, c'est à peu près 2/3 de l'augmentation du niveau de la mer. Mais elles ne sont pas non plus de la même temporalité, c'est-à-dire que la fonte des glaces peut être beaucoup plus rapide que c'est-à-dire ça, je vais vous le montrer après dans les projections. Et effectivement, la fonte de la calotte, de la calotte polaire, c'est une grosse incertitude sur les modèles de climat. Et c'est ce qui fait qu'on ne sait pas exactement de combien le niveau de la mer va monter d'ici la fin du siècle. Si je peux me permettre. Oui. J'avais vu que si le Groenland fondait, là, on avait une augmentation de 7 mètres, c'est ça? En totalité. Si le Groenland fond en totalité, ce qui est quasiment impossible, et l'Antarctique, je crois que c'est de l'ordre de 4 mètres. Donc en tout, ça fait 11 mètres. Si tout fond. Hein. Voilà, non, pour faire le rapport avec les 20 cm. Oui, bien sûr. Là, d'ici la fin du siècle, ce qu'on prévoit, donc ces 17 cm vont se transformer en 60 cm à 1 mètre. Donc du coup, là, on a énormément de régions qui vont être impactées. En France, on n'est pas encore trop impacté, mais il n'y aura plus de Camargue. Hein. Et pour compléter ce que tu dis là, c'est comme les températures. Quand on dit qu'on monte de 1, 2, 3 degrés, ça veut dire qu'on a des extrêmes qui vont monter de 10, 15 degrés. C'est-à-dire qu'on va passer d'un record à 46 à un record à 52 dans 20 ans. Et là, notamment sur les régions méditerranéennes, on sait que quand on a du marin, qu'on a des situations où on a le niveau de la mer qui peut monter fortement, donc 20-30 cm d'élévation, ça veut dire que sur des situations météorologiquement favorables à une élévation, ça va être 50-80 cm, 1 mètre, et donc des zones inondées. Les inondations côtières qui seront beaucoup plus fréquentes. Ouais. Donc ça, c'est pour le niveau de la mer. Et une autre conséquence du réchauffement climatique, et qui est liée en fait au fait que l'océan absorbe le CO2, c'est l'acidification des océans. Alors je ne vais pas vous détailler les processus chimiques qui sont à l'œuvre, mais en fait le fait que le CO2 dans l'océan augmente, ça crée des réactions chimiques qui ont tendance à augmenter l'acidité de l'océan. Et ça, on pourrait se dire, bon, c'est pas très grave, mais si, en fait, c'est très très grave, parce que ça a un impact essentiel sur tout ce qui est récif corallien, et tout ce qui est, en fait, tous les organismes qui construisent leur squelette à partir de calcaire. Parce qu'on aura beaucoup moins de calcaire disponible pour la construction de ce squelette que ce qu'on avait avant. J'ai une question, si je peux. Vas-y. La dissolution du calcaire par l'acidification, est-ce que ça veut dire que ce calcaire qui est en surplus dans l'océan va pouvoir revenir vers l'atmosphère? Est-ce qu'il y a une boucle rétroactive? Non, en fait, on a moins de calcaire disponible, enfin de calcaire, donc alors c'est le CO3- qui sera disponible pour la formation de ces organismes. C'est pas l'augmentation du pH, l'augmentation de l'acidification qui crée le changement de calcaire, c'est les réactions chimiques. L'ensemble des réactions chimiques vont avoir tendance à augmenter l'acidification et à diminuer relativement la production, enfin les organismes, le stockage. Ouais. Donc les 38 000 gigatonnes qui sont stockées au fond du sol peuvent en partie remonter. Oui, ils pourraient en partie remonter par des courants en fait, à l'échelle de 50, 100, 200 ans. D'accord. Et ça, c'est des choses qu'on contrôle moins. Mais ce qu'on sait, c'est que le réchauffement climatique, ce rôle de stockage de l'océan, à la fois du CO2 et de la chaleur, va diminuer dans les décennies à venir. Ça, je vais vous le montrer aussi. Alors, une des choses dont on parle beaucoup, c'est les récifs coralliens. Je ne sais pas si vous avez dû entendre parler de ça. Ce qui se passe, c'est que le réchauffement climatique, dès qu'on a des températures qui vont dépasser un certain seuil, eh bien, en fait, les récifs coralliens ont en fait une algue avec laquelle ils sont en symbiose. Cette algue leur permet de se nourrir, etc. Et cette algue ne supporte pas des températures supérieures à un certain seuil. Donc, quand ces températures excèdent un certain seuil, cette algue s'en va et le corail ne peut plus se nourrir. Donc, il commence à mourir. Si ces températures restent élevées pendant trop longtemps, eh bien, le corail meurt, il n'est pas capable de récupérer. Si ces températures restent élevées pendant un temps relativement raisonnable, donc de l'ordre de quelques semaines, il est capable de se régénérer. Et ce qu'on voit, c'est comme on a une augmentation des températures à l'échelle des tropiques, sur l'ensemble des tropiques, eh bien, on a des événements en fait, de blanchissement corallien qui sont de plus en plus fréquents. Ça, je vous le montre par la carte en bas à droite. C'est une carte d'alerte qui est émise par la NOAA, qui est un organisme américain, et qui montre en fait une carte d'alerte en 2014-2015. Et vous voyez en fait que l'ensemble de la région tropicale est rouge.
C'est-à-dire que toutes les régions qui sont rouges sont susceptibles de présenter un blanchissement corallien. Les mêmes cartes, il y a 30 ans, c'était quelques petites taches rouges, mais ce n'était pas du tout comme ça, où maintenant, chaque année, il y a un potentiel pour avoir un blanchissement corallien, et on a maintenant, alors je n'ai pas les chiffres, mais c'est de l'ordre de 30 à 40% des récifs coralliens au niveau mondial qui sont extrêmement dégradés. Et dans les projections futures, d'ici 50 ans, ou 40 ans, il n'y aura plus de corail. C'est-à-dire que si on est capable de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, sachant qu'on est déjà à 1 degré, on devrait avoir 20 à 30% des coraux qui pourraient survivre, dans des conditions pas forcément optimales, mais qui pourraient survivre. Si le réchauffement climatique dépasse 2 à 2,5 degrés, 99% des coraux mourront. C'est-à-dire qu'il y aura plus et les coraux, c'est pas juste joli. Les coraux, c'est aussi des pépinières où les poissons viennent se reproduire. Et donc, c'est tous des écosystèmes qui vont être détruits et qui auront des conséquences à l'échelle du globe au niveau des poissons, en fait, la biomasse océanique. Alors maintenant, la dernière partie, c'est à quoi servent les modèles les modèles de climat, les simulations climatiques. Donc là, je vous ai montré les observations. Les observations, elles font le constat que le niveau de la mer monte, qu'on a de plus en plus de blanchiment corallien, on a une augmentation des températures de l'océan, mais ces observations, elles ne nous donnent pas la cause. Et elles ne nous disent pas non plus ce qui va se passer dans le futur. Les modèles nous permettent de savoir si ce qu'on observe à tel endroit et au cours de telle période temporelle est lié au réchauffement climatique, et ce que vont devenir ces températures, ce niveau de la mer dans le futur. Alors qu'est-ce que c'est que ces modèles de climat ? C'est des modèles, en fait, il faut imaginer ça comme des grilles, des petites mailles, où sur chacune de ces petites mailles, on résout des équations mathématiques. Alors ces équations mathématiques, c'est pas facile à comprendre, mais en gros, la dynamique des fluides, qui régit les mouvements dans l'océan, qui régit les mouvements dans l'atmosphère, sont régies par des équations qu'on connaît depuis 200 à 300 ans. Donc ce qu'on fait, c'est que nous, sur des mailles qui sont de l'ordre de 20, 30, 40, 50 km, on résout ces équations et on fait en sorte que les mailles interagissent entre elles, ces petits carrés interagissent entre elles. Donc on a en fait une espèce de maillage 3D de l'atmosphère, un maillage 3D de l'océan, qui permet de reproduire l'évolution des courants, des températures, de l'humidité dans l'atmosphère, du pH à l'échelle du globe. Alors évidemment, on a des modèles d'océan, on a un modèle d'océan, on a un modèle d'atmosphère, on a un modèle de calotte polaire, on a un modèle de surface continentale. Donc on a toutes les composantes en fait, du système Terre qu'on fait interagir entre elles. Tous ces modèles échangent. C'est pour ça aussi que c'est assez compliqué à faire tourner, c'est assez compliqué aussi à stabiliser, parce que c'est des modèles compliqués qui nécessitent d'être en permanence améliorés. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des simulations sur le temps présent, et on compare aux observations. C'est-à-dire qu'on regarde ce que simulent nos modèles en termes de température moyenne, en termes d'extrême, etc. Et on compare à ce que nous ont donné les observations, ce qui nous permet de dire, oui, notre modèle, il reproduit bien ce qui s'est passé sur le siècle passé. Du coup, on peut avoir une certaine confiance dans ce qu'il va faire dans les décennies à venir, dans ce qu'il va simuler en termes de projections futures dans les décennies à venir. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Donc on a différents types de modèles qui sont imbriqués entre eux, un modèle de banquise, un modèle d'océan, un modèle de continent, un modèle atmosphérique, qui sont structurés par des petites mailles, par des sortes de petits cubes qui sont au touche-touche les uns des autres, qui échangent entre eux. Et ce qu'on donne en fait à manger à ce modèle de climat, comment est-ce qu'on le force ? On va lui donner par exemple une concentration au CO2 qui va changer au cours du temps. Et on va voir ce que les modèles simulent si on injecte plus de CO2 dans l'atmosphère. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact en termes d'augmentation de température, d'augmentation du niveau de la mer ? C'est ce qu'on appelle les projections climatiques. C'est ce qu'on produit en particulier dans le rapport du GIEC. Donc nous, ce qu'on donne à manger à notre modèle, là, qui est au milieu, c'est des conditions initiales. On lui dit, tu vas commencer avec cette température, avec cette humidité, avec ces courants. Le modèle, on va lui donner aussi, évidemment, les conditions aux limites, c'est-à-dire à la surface, le rayonnement solaire, les gaz à effet de serre. Et ensuite, le modèle se débrouille tout seul pour simuler au cours d'une période donnée, l'évolution du climat sur le présent et sur le futur. Et ça va nous donner du coup des températures, des humidités, ou dans le passé, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans. Et ensuite, en jouant avec ces simulations, on est capable de dire,
de quoi les gaz à effet de serre sont responsables et de quoi, par exemple, les volcans sont responsables, en enlevant l'effet des volcans, en enlevant l'effet des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est justement ce dont parlait Florence. Alors vous ne pouvez pas voir le tableau de gauche, mais le tableau de gauche, c'est tous les modèles de climat qui existent à l'échelle du monde. C'est-à-dire qu'on a plus de, je crois, 45 modèles de climat. On en a 2 en France, par le CNRM, par le Météo France, et puis un autre à Paris. Et il y en a 38 dans d'autres pays. Et tous ces modèles, en fait, sont construits de manière différente. Ne sont pas, enfin, les bases physiques sont à peu près les mêmes, mais ils n'ont pas les mêmes composantes, ils n'ont pas les mêmes façons par exemple, de paramétriser les nuages, etc. Et ce qu'on fait, c'est qu'on compare ces modèles. Et si tous ces modèles sont d'accord pour dire, par exemple, que l'eau à tel endroit va se réchauffer de temps, on dit qu'on a confiance dans les projections futures. Si les modèles ne sont pas d'accord, et ça arrive, je vais vous le montrer, là, du coup, c'est là qu'on dit, ça, on n'est pas sûr. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on force ces modèles avec, ce qui est à droite, différents scénarios d'émissions de CO2. Donc là, vous voyez toutes les courbes. Toutes les courbes, c'est les différentes émissions de scénarios de CO2, de gaz à effet de serre en général, qui ont été produites par des économistes. Et on voit qu'on a à peu près 3 types de scénarios. Les scénarios, si on ne change rien, qui sont les courbes qui montent très très vite et qui s'arrêtent très haut. Les scénarios du milieu, c'est si on fait des efforts rapides, mais rapides et en bas, c'est si on change drastiquement de mode de vie. C'est-à-dire que là, si on passe à ce qu'on appelle en émission négative, c'est-à-dire qu'on capte plus de CO2 qu'on en émet. Et je vais vous montrer, voilà l'influence que ça peut avoir. Donc ça, je reproduis le tableau, là, ça c'est les différents scénarios. Et à droite, c'est les températures globales pour ces différents scénarios. Donc là, j'ai pris que 3 scénarios. La courbe la plus haute, elle augmente jusqu'à entre 4 et 6 degrés, 4 et 7 degrés à l'échelle du globe. Et c'est le scénario le plus pessimiste. 4 et 7 degrés à l'échelle du globe, c'est-à-dire que certaines régions vont se réchauffer de 15 à 20 degrés. Là, c'est une moyenne. Dans certaines régions, ça va être beaucoup, ça va être bien pire. Et vous voyez que si on réduit drastiquement nos émissions de CO2, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que la température se stabilise, mais elle ne décroît pas tant que ça. La température, elle augmente, et ensuite elle atteint un certain seuil. Alors, je vais peut-être vous le montrer là, parce que vous savez. Voilà, la température augmente, et à un moment, elle se stabilise. Mais elle ne descend pas rapidement. Parce que l'océan, il a stocké toute cette chaleur, et ensuite, il a réémet peu à peu. Ce qu'on appelle, c'est l'inertie de l'océan. L'océan, là, actuellement, on est plutôt content parce qu'il absorbe la chaleur, mais à un moment, quand à un moment, cette chaleur, il va bien devoir la réémettre. Si l'atmosphère se refroidit, l'océan va renvoyer la chaleur vers l'atmosphère. Et ça, c'est justement pour vous montrer les contrastes de température. Ça, c'est les changements de température entre le passé et maintenant, à l'échelle du globe. Donc, vous voyez que certaines régions, en particulier les continents, se réchauffent beaucoup plus que les océans. Ça, c'est si on a des changements drastiques dans nos modes de vie. Vous voyez que les températures vont quand même continuer à augmenter. Et ça, c'est dans le scénario le plus pessimiste, où les surfaces continentales, les continents, vont augmenter, les températures vont augmenter de l'ordre de 5 à 10 degrés. 5 à 10 degrés, la plupart des régions tropicales vont devenir difficilement vivables. Et la plupart des régions tropicales abritent des milliards de personnes qui vont devoir migrer ou s'adapter, mais en général, souvent, ils n'ont pas les moyens de s'adapter. Alors, tout ça, c'est un petit peu déprimant, mais en même temps, à chaque fois que je fais des présentations, je finis moi-même déprimé. Mais comme disait le monsieur, il y a quand même des solutions. Il y a quand même des solutions, mais les solutions, il faut les adopter très rapidement. Et on n'a plus le temps de la réflexion. Alors, je voulais juste terminer par un point. J'ai encore 5 minutes. Oui. Là, les modèles sont d'accord pour prévoir que le réchauffement va continuer à augmenter dans les décennies à venir, que si on réduit nos émissions, il augmentera moins. Mais par contre, les modèles ont quand même des incertitudes. Il faut quand même être conscient que ces modèles ne reproduisent pas parfaitement la réalité, et on ne peut pas avoir une confiance aveugle dans ces modèles. En particulier, ces modèles ont des problèmes à simuler ce qu'on appelle les points de basculement. Les points de basculement, c'est le moment où le système climatique va sortir de ce qu'on appelle, disons, de ce qui produit habituellement, et on va avoir un changement de climat qui ne va pas permettre de revenir à la situation normale.
Un point de basculement, c'est un moment où le système climatique va changer plus ou moins alors c'est dur à expliquer, mais va changer de fonctionnement, et le climat va changer et ne pourra pas revenir à ce qu'il était avant. Parce que beaucoup de gens pensent que si on diminue le CO2, à un moment ou à un autre, la température des océans va revenir, la température de l'air va revenir. Ce n'est pas le cas, en particulier si les températures atteignent un certain seuil. C'est-à-dire que si le réchauffement dépasse 2, 3, 4 degrés, on va être face à ce qu'on appelle des points de basculement qui vont changer le système climatique de manière irréversible. Un petit peu comme un changement de phase. Un petit peu comme un changement de phase, oui. Entre l'eau et la glace. Ou des points de bifurcation, ce qu'on appelle des points de bifurcation. Voilà. D'accord. Ouais. Et donc alors je ne vais pas vous décrire tous ces points de basculement, mais parmi les points de basculement qui pourraient qui nous intéressent, c'est justement la fonte de la calotte glaciaire groenlandaise, la fonte de la calotte glaciaire en Antarctique, et le Gulf Stream. Donc le Gulf Stream, c'était ce courant chaud que je vous ai montré, qui amène les eaux chaudes des tropiques vers le nord de l'Atlantique. Il y a des études, et ça c'est encore controversé, et c'est assez controversé. Certaines études montrent que le Gulf Stream pourrait s'arrêter dans le siècle à venir. Et si le Gulf Stream s'arrête, là, les températures, on risque de vivre un refroidissement. Mais un refroidissement drastique, puisque toute l'eau chaude qui est alimentée par le Gulf Stream ne sera plus apportée au niveau des côtes françaises. Donc on se retrouverait certainement à des températures qui seraient similaires à celles de New York. Évidemment, d'autres modèles montrent que le Gulf Stream pourrait diminuer en intensité, mais pas disparaître. D'autres modèles montrent que finalement, ça peut rester relativement stable et que si le Gulf Stream s'effondre, ce serait plutôt dans 200 ou 300 ans. Donc il y a une énorme incertitude sur l'évolution de ces courants qui sont relativement lents et assez difficiles à modéliser. Une des grandes incertitudes aussi, elle est liée à la modélisation des nuages. Alors ça, c'est les changements de précipitation, donc de quantité de pluie à l'échelle du globe entre le climat présent, donc entre 1971 et 2000, et le climat futur de 1971 et 2100, pour les deux modèles français, le modèle de Toulouse, le modèle de Météo France, et le modèle de Paris. Et vous voyez, en fait, ces modèles ont quelques structures communes. Typiquement, on va avoir plus de pluie au niveau des régions tropicales, un peu moins de pluie au niveau des régions subtropicales, mais que l'intensité de ces changements sont complètement différents en fonction du modèle qu'on regarde. Donc on a énormément d'incertitudes, et ce que vous voyez aussi, ce que soulignait Florence, c'est que dans certaines régions, on va avoir un assèchement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le climat se réchauffe qu'on aura plus de pluie partout. Dans certaines régions, ça va devenir plus sec, dans d'autres régions, ça sera plus humide. Notamment le bassin méditerranéen qu'on voit, qui est par où ? Attends. Ah là, voilà. Ouais, ça c'est le bassin méditerranéen qui, lui, aura tendance à diminuer en termes de précipitation moyenne. Et le dernier point que je voulais vous montrer, donc les incertitudes qui sont liées à ces simulations, c'est les problèmes qu'on a à simuler la fonte des glaces, la fonte des calottes. C'est des modèles compliqués parce que la fonte des calottes, il y a beaucoup d'interactions entre l'océan, l'air et la glace. Et ces modèles de calottes ont été développés relativement récemment. Et du coup, en fonction du modèle qu'on va utiliser, certains modèles vont simuler une augmentation du niveau de la mer de, je ne sais pas moi, 30 cm à 40 cm. D'autres pourraient simuler des augmentations de l'ordre de 2 mètres. Et ça, c'est un exemple. Ça, c'est ce que simule. Donc ça, c'est pour un scénario optimiste, alors non, pas trop pessimiste, un scénario modéré et un scénario très pessimiste. Donc vous voyez qu'en moyenne, les scénarios, ils vont simuler une augmentation du niveau de la mer qui va être entre 30 cm à 1 mètre. 1 mètre pour le scénario le plus pessimiste. Mais vous voyez aussi que certains modèles, et ça c'est ce grisé là qu'il y a ici, simulent une augmentation du niveau de la mer jusqu'à 2,40 m d'ici la fin du siècle. Et ça, c'est les modèles. Certains modèles, en fait, ont une fonte, en particulier de l'Antarctique, qui est extrêmement rapide. Alors ça, c'est lié par exemple, à ce qu'on appelle le calving, c'est-à-dire que ça fond non seulement en surface de la calotte, mais ça fond aussi en dessous, au contact de l'océan. Et en fait, on a des phénomènes de ruissellement. Et quand ça commence à fondre au niveau de l'océan et de la calotte, on a des grosses parties de la calotte qui se décrochent
et qui du coup finissent par fondre dans l'océan de façon très très rapide. Et on a aussi des glaciers qui sont posés sur la mer directement, les Islandis, c'est ça? Alors ça, c'est tout ce qui est par exemple l'Arctique. Alors ça, la fonte de l'Arctique, ça n'aura pas trop de problème pour l'augmentation du niveau de la mer. D'accord. C'est comme un glaçon dans le pastis. D'accord. Mais par contre, en Antarctique, on n'a pas de... Si, on a effectivement une partie de la glace. On a une partie de l'Antarctique qui est directement qui est posée sur la mer, en quelque sorte. Et donc, j'avais cru comprendre que s'il y a un réchauffement par-dessous, cette fois-ci, venant justement c'est ce qu'on appelle le calving, tout à fait. C'est ça le calving. Le calving, c'est ça. C'est-à-dire que le fait que l'océan se réchauffe et que du coup, la glace fond non seulement par-dessus à cause de l'augmentation des températures de l'air, mais aussi à cause des températures de l'océan. D'accord. Ouais. Donc les glaciers qui sont à la fois sur la terrestre en quelque sorte et sur la mer. Oui. Alors justement, en parlant de rétroaction, une des rétroactions qui est assez facile à comprendre, ces glaciers, c'est ces calottes, c'est des calottes qui sont assez hautes, qui peuvent faire plusieurs centaines de mètres de hauteur. Le problème, c'est que plus elles fondent, plus elles diminuent en altitude. Et plus on diminue en altitude, et plus c'est chaud. Et donc du coup, on a des phénomènes d'emballement qui ne sont pas toujours faciles à modéliser, qui font que plus on va réchauffer, plus on va fondre, plus on va fondre, plus on va réchauffer. Et ce qui pourrait contribuer au fait qu'on pourrait avoir une augmentation du niveau de la mer de l'ordre de 2,50 m. 2,50 m, c'est colossal. C'est colossal. Au niveau de l'Europe, on sera considérablement impacté. Ce ne sera pas uniquement... et ça fait partie des incertitudes. Ce qu'on sait, c'est que si on est capable de réduire drastiquement nos émissions, ce genre de point de basculement est beaucoup moins probable. Voilà. Donc voilà, mon message. Une planète de scénarios. On est au milieu du gué, voire même un peu plus loin. Donc si on laisse faire, on va avoir un réchauffement moyen de 4 degrés. Si on agit résolument, on aura un réchauffement de l'ordre de 2 degrés. Mais ça veut dire agir drastiquement dans les années à venir. C'est même plus dans les décennies à venir. 2 degrés par rapport au 1,1. Donc c'est déjà... Ah non, c'est 2 degrés par rapport au siècle passé. Ah oui, d'accord. On est actuellement à 1,2, on a fait la moitié du chemin. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. C'est déjà 2 degrés au mieux et déjà nettement plus. C'est 0,8 degrés de plus qu'aujourd'hui. Là où on en est. Ouais. D'accord, très bien. Et là, pour compléter ce que tu viens de dire... Prenez le micro. Voilà. On est au milieu du gué, mais on entend c'est le milieu du siècle, la fin du siècle. Non, c'est maintenant. On le voit aujourd'hui. Oui, donc c'est pas nos petits enfants qui vont être impactés. C'est pas, c'est nos enfants et c'est nous. C'est maintenant. Le 2050, le 2100 nous paraît lointain, mais on y est. Merci, c'était très clair et très. Je crois qu'on a appris vraiment beaucoup de choses. Merci Mathieu Langagne et Florence Weiss, parce que vous avez tenté et réussi de nous faire comprendre des choses qui sont un petit peu complexes, sur lesquelles des fois c'est pas très facile. Alors on va prendre encore quelques questions sur le petit quart d'heure qui vient à peu près. Voilà, alors allez-y, vous attendez comme on enregistre, vous attendez le micro. Merci. Oui, allez-y. Oui, je me demandais, sur la Terre, vous avez parlé du méthane aussi. Sur la mer, les poissons, ils rôdent pas, ils flatulent pas. Est-ce que les poissons rôdent dans l'eau? Non. Par contre, ce qui va se passer dans la mer, au niveau justement de ce qu'on appelle le puits de carbone, c'est que je vous avais dit que l'activité biologique a tendance à absorber une partie du carbone. Ce qui se passe, c'est que d'une part, comme l'eau se réchauffe, l'eau va être moins capable d'absorber du carbone. La température de l'eau, en fait, plus l'eau est chaude, moins elle est capable d'absorber de carbone. Et plus l'eau est chaude, moins on aura de plancton. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une diminution de la pompe de carbone physique et une diminution de la pompe de carbone biologique. Donc, moins d'absorption et donc plus de CO2 dans l'atmosphère. Donc, l'océan a quand même, et comme je le disais, du coup, il aura un rôle régulateur qui va diminuer dans les décennies à venir. Donc c'est vraiment le moment. Là actuellement, il a quand même absorbé 80%, 90% de la chaleur. Mais au fur et à mesure alors que ce soit le CO2 ou la chaleur, il va être de moins en moins capable d'absorber que ce soit le CO2 ou la chaleur. Oui, votre micro.
tous ces corps qui vont mourir, il n'y a plus de plancton, les planctons tombent au fond de l'eau, ils se désagrègent et ils ne produisent pas du méthane. Et le méthane, c'est encore producteur 4 fois plus ou 5 fois plus, je ne sais plus que le CO2. 23, 7 fois plus. Ouais. Je ne sais pas si ce méthane remonte. Encore, c'est un peu comme le CO2, c'est-à-dire que tout ce carbone ou disons ces gaz à effet de serre sont stockés dans l'océan. Pour l'instant, l'océan est un puits de carbone. Mais il y a certaines études qui montrent qu'à un moment, ce carbone ou ce méthane pourrait effectivement, ce CO2 ou ce méthane pourrait remonter. Alors là, bon, évidemment, vu les quantités qui sont stockées dans l'océan, ce serait dramatique. C'est pour ça que tout ce qui est géo-ingénierie, qui propose de stocker le carbone qu'on émet dans l'atmosphère directement dans le fond des océans, c'est à mon avis, enfin ça c'est mon avis de non scientifique, mon avis personnel, c'est jouer aux apprentis sorciers. J'aimerais savoir quelle est votre écoute au niveau gouvernemental de tout ça. Alors ça, c'est le problème, je dirais que c'est la partie la plus difficile de mon travail. On produit des rapports, et on produit des rapports qui ont de plus en plus de visibilité au niveau du grand public. Mon impression, c'est que le grand public commence à être de plus en plus sensibilisé à ce genre de thématique. On est quand même peu écouté, alors si on est écouté poliment par les gouvernements. Mais disons que les seuils qu'on donne, par exemple l'accord de Paris, c'est un réchauffement de 3,2 degrés si on applique ce qui a été dit dans l'accord de Paris. Donc on est très loin du 1,5 degré ou du 2 degrés que je montrais, qui pourrait limiter les catastrophes dans les décennies à venir. Et on ne l'applique pas. J'ai d'ailleurs un ou deux transparents pour montrer en fait effectivement sur quelle trajectoire la France s'est placée en termes de diminution de CO2. On est je crois, de 30 à 40% en dessous de ce qu'on a proposé. Oui. Vous avez une autre question, monsieur ? Oui, suppression, la disparition du Gulf Stream. Vous disiez ça va faire refroidir la température en France. Mais c'est une moyenne. Parce que je crois que en fait c'est un climat continental, un climat plutôt océanique, et ça devient un climat continental. Et comme vous disiez, ce sera proche du climat de New York, c'est-à-dire avec des écarts de température colossaux. Oui, tout à fait. Il va faire très très froid l'hiver et très très chaud l'été. Là, il faut relativiser un petit peu. On a le Gulf Stream parce qu'on a une circulation atmosphérique d'ouest dans les latitudes tempérées, qui est lié à ce que tu as expliqué, là. On chauffe au niveau des tropiques, il fait froid, et l'atmosphère aussi a un rôle de régulation. Et toutes les perturbations, les cyclones, les perturbations qu'on voit, sont là pour amener l'air chaud des tropiques vers les pôles et inversement. Et sur le Gulf Stream, il y a des études là. Le fait qu'on soit en climat océanique sur l'Europe de l'Ouest, les températures, l'apport du Gulf Stream, c'est 20%. C'est-à-dire que le fait qu'on ait des vents d'ouest dominants fait qu'on ait un climat océanique doux et tempéré. Et le fait qu'il y ait le Gulf Stream, qui est lié à ce vent d'ouest dominant, rajoute 20% en termes de calories et de douceur. Donc même si le Gulf Stream, comme tu l'as dit, le Gulf Stream, c'est des déplacements infimes en termes de vitesse, alors que ce qui se passe au niveau de l'atmosphère, ça va beaucoup plus vite. Et donc même si le Gulf Stream ralentit, s'arrête, je ne sais pas, tant que la circulation atmosphérique est d'ouest, on n'a pas le film là, catastrophe le jour d'après. Tout ne s'arrête pas quand le Gulf Stream va s'arrêter, puisqu'on a une circulation atmosphérique aussi qui amène de l'air qui a traversé l'océan sur l'Europe occidentale. Il y a un rapport de 1 à 4 entre les apports de l'océan et de l'atmosphère. Donc oui, okay. Rafraîchissement, refroidissement, D'accord. Ça dépend. Oui, et tout est relatif. Ça peut être quelques degrés quand même. Ah oui, bien sûr. Une question pour vous deux. On a une Méditerranée qui se réchauffe, ça c'est clair. Tout à l'heure, vous indiquiez, au-delà de 28 degrés, on peut avoir des conditions cycloniques. Oui. Mathieu, je crois que vous avez beaucoup étudié les cyclones, non, dans l'océan Indien. On a des Est-ce qu'on peut avoir de vrais cyclones en Méditerranée ? Vrais cyclones, je ne sais pas, mais on a un phénomène qui s'appelle le Medicane,
qui est une perturbation qui a la structure d'un cyclone avec un œil et qui est tout à fait symétrique là et qui se forme souvent sur le sud de la Méditerranée vers la Tunisie. On en a une qui s'appelait le Tino Rossi là, dans les années qui remontaient jusqu'à la Corse. Après la formation des cyclones, il y a la température de la mer et il y a aussi la force de Coriolis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cyclone sur l'équateur parce qu'il n'y a pas de force de Coriolis. Et donc il y a, il y a d'autres choses, il y a d'autres conditions, les conditions atmosphériques en altitude. Oui. Ce qui est favorable à la formation des cyclones, c'est des eaux chaudes. Oui. Et c'est sur les eaux que les cyclones se forment. Il faut avoir une quantité d'énergie suffisante. Et cette quantité d'énergie, elle n'existe que sur les océans, même si après, les cyclones peuvent taper les côtes. Il faut avoir des mouvements d'air qui sont plutôt ascendants. Et il faut aussi avoir peu de cisaillement de vent. C'est-à-dire qu'il faut que les vents en altitude soient dans le même sens que les vents proches de la surface. Sinon, ça coupe le cyclone en deux et ça va le tuer. C'est plus compliqué. Et en donc, Méditerranée, je ne sais pas, ça je connais pas. Et donc voilà, en Méditerranée, donc... Oui. Sur les zones des alizés. Donc ça complète ce que tu dis, parce qu'au niveau des alizés, on a de l'air sans cisaillement. On a de l'air qui va de l'est vers l'ouest, et c'est pour ça qu'on peut avoir la formation de cyclone, qu'on n'a pas au niveau de l'équateur, parce qu'il n'y a pas la force de Coriolis qui fait qu'ils sont comblés directement par le vent. Et la Méditerranée, avoir du vent dans la même direction, c'est très compliqué, c'est un petit bassin. Et en plus... Par rapport à l'Atlantique ouest, on a du continent partout, des îles. Et quand le cyclone passe sur le continent, il y a du frottement qui fait que le vent rentre plus rapidement dans l'intérieur et va le combler. Les conditions sont multiples. D'accord. Et est-ce qu'on peut avoir des cyclones qui s'inversent par rapport à leur course actuelle qui va d'ouest en est? On a déjà des cyclones, oui, c'est ça. Mais sur l'Afrique, non? Sur le site de Météo France, chaque année, il y a un bilan. D'accord. Alors, ça c'est vrai aussi, c'était vrai dans le passé. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, les trajectoires de cyclones, c'est pas ce qui devrait changer le plus dans le futur. Ce qui devrait changer le plus, c'est leur intensité maximum. C'est-à-dire que les cyclones très forts sont plus fréquents. Et leur nombre total, on n'est pas sûr encore, ça dépend des bassins. Dans certains bassins, on devrait avoir une augmentation, dans d'autres bassins, on pourrait avoir une diminution. Voilà. Comme les pluies méditerranéennes, on est sûr que l'augmentation de l'intensité, mais en termes de fréquence, c'est plus compliqué. D'accord. Alors, avez-vous d'autres questions tout au fond? Oui, pour rester positif, là, ce matin j'entendais que c'est pas l'année la plus chaude qu'on est en train de vivre, mais c'est l'année la plus fraîche des années qui nous restent à vivre, quoi. Donc, comme ça on peut le présenter. Et donc toute blague à part, la dernière phrase de la slide, là, nous agissons résolument, parce qu'on a tous envie d'agir résolument. Donc, quels seraient les éléments les plus impactants, les mesures à prendre les plus fortes sur lesquelles il faudrait qu'on se positionne pour s'inscrire donc dans cette dimension, agir résolument? Alors, la question, si vous pouviez compléter votre question, est-ce que c'est au niveau individuel ou au niveau gouvernemental? Et ça, c'est assez différent. Au niveau individuel, je pense que les solutions sont là. Il faut moins utiliser sa voiture. L'alimentation. J'ai un petit truc là-dessus, justement, qui est assez sympa, qui résume bien le truc. Justement, ça, je voulais vous montrer ça. Ça, c'est l'évaluation des objectifs et actions des gouvernements par un groupe d'action climatique. Et ce qu'on voit, c'est que donc l'Europe, je l'ai entourée, on est dans la catégorie insuffisant. Donc, on n'est pas des si bons élèves que ça. Et ça, c'est au niveau gouvernemental, mais au niveau individuel, en gros. En dehors de fait, la première solution, c'est de ne pas faire d'enfants. Non, mais c'est vrai. Le fait de faire des enfants, c'est ce qui est le plus consommateur en CO2. Bon. Et si on décide de faire des enfants, j'en ai deux, donc je suis pas un bon élève. Mais la première chose à faire, c'est de passer au régime végétarien. Arrêter la viande, au niveau individuel, c'est vraiment ce qui va être le plus impactant au niveau de la diminution, de l'augmentation plus faible des émissions de CO2. Et ensuite, les trois autres petites barres, c'est essentiellement lié au transport. C'est-à-dire les vélos pour les trajets courts. Alors ça, c'est vrai pour les gens qui habitent en ville. C'est beaucoup plus compliqué pour les gens qui habitent à la campagne. Covoiturage pour tous les trajets longs en particulier. Et ne plus prendre l'avion.
des enfants qui sont jeunes adultes et qui veulent plus prendre l'avion, qui ne mangent plus de viande, qui sont encore plus que j'admire. Hein, Et j'ai appris récemment que nos investissements, c'est-à-dire que quand on a de l'argent stocké. Ah oui, c'est assez nouveau ça. C'est marrant parce que moi, lorsque j'ai fait une intervention dans un lycée. Oui, c'est les jeunes, c'est les jeunes, mais c'est monstrueux. C'est-à-dire que selon les banques, il faut faire attention aussi à ça, c'est-à-dire où on place son argent, parce qu'il y a des banques plus ou moins vertueuses qui vont placer dans le pétrole, parce que les investissements dans Total, je ne citerai personne là, c'est plus Météo France, hein, mais les investissements de certaines banques produisent plus de carbone que d'autres. Et donc mes enfants, qui sont jeunes adultes, hein, ont des banques que je ne connaissais pas complètement. J'ai vérifié, effectivement, ça devrait faire partie de ces barres-là. Et typiquement, ça rentre vraiment dans les choses parmi les plus impactantes. Oui. Ouais. Alors que vous voyez que les LED, on peut changer ces lumières. C'est pas ça qui va faire la différence. C'est bien de le faire, mais c'est pas ça qui va faire la grosse différence. Oui, parce que les rendements d'éclairage sont meilleurs. Vous avez une autre dia que j'aimerais bien qu'on voit, qui est voilà, c'est celle-là, exactement. Je la trouve absolument spectaculaire. Vous pouvez la oui, bien sûr. Ça, c'est sur l'injustice qu'on appelle la justice climatique. Donc, en haut, c'est une carte qui vous montre l'émission de dioxyde de carbone, de CO2 par personne en fonction des régions. Plus c'est rouge, plus on émet de CO2, et ça, on voit clairement que les pays qui émettent le plus, c'est les pays développés, hein, les pays de l'hémisphère nord et l'Australie, et que les pays les moins développés sont évidemment bien moins émetteurs en CO2 que les pays développés. Et en dessous, c'est une carte qui montre en fait la vulnérabilité des populations au changement climatique. Et ce qu'on voit, c'est que les régions rouges, les couleurs s'inversent. Les régions les plus vulnérables au changement climatique sont les régions tropicales, c'est-à-dire celles qui émettent le moins, et les régions qui vont être capables de s'adapter et qui auront moins d'impact, c'est les régions qui sont dans l'hémisphère nord. Ouais. Et pour compléter, cette diapo qui est super, que je vais te prendre pour mes... en interne, en France, c'est la même chose. C'est-à-dire que 10% des plus riches émettent plus de 50% des émissions de carbone. Et ceux qui vont en souffrir le plus, c'est ceux qui n'ont pas de piscine, c'est ceux qui ne vont pas dans les pays frais l'été parce qu'il fait chaud ou qui n'ont pas la climatisation. Donc ce qui se passe à l'échelle du globe, c'est la même chose dans chaque pays occidental. Et là, la carte qui est là, c'est une représentation sur une année donnée. C'est-à-dire qu'elle ne comprend pas en réalité la dette climatique, c'est-à-dire... l'histoire finalement de ce qu'on a émis. Hein. Oui. C'est la photo d'aujourd'hui. C'est la photo d'aujourd'hui. C'est une moyenne peut-être sur une dizaine d'années. Mais ça ne représente pas en réalité l'écart depuis 1850. Non, c'est encore beaucoup plus important. Oui, tout à fait. D'accord. Très bien. Écoutez, merci. Il est le temps d'arrêter. 19h30, ce qu'on avait prévu. Merci. Je vous demande vraiment de les applaudir parce que c'est remarquable. Voilà, je crois qu'on a vraiment besoin de cette compréhension des physiques, des espèces climato-physiques. Donc on va terminer avec cette... Oui. Vous viendrez me voir. Après, on va... D'accord, tout à fait, sans problème, monsieur, bien sûr. Merci à vous tous. Merci encore infiniment d'être venus. De Nîmes et de Sète, c'est-à-dire qu'on a quand même de Montpellier. Voilà, donc on a des spécialistes qui sont proches, il y en a beaucoup dans la région. On a évidemment beaucoup de personnes qui sont concernées sur ces problèmes de recherche. Merci à vous tous.